C'est le dernier panel de ce colloque consacré au droit en transition. Et donc je remercie d'abord Antoine Bernier pour l'invitation à présider ce panel. Je suis vraiment très contente d'être ici avec vous. Je ne suis pas juriste, je suis politologue, et donc il y a des débats qui m'ont échappé, j'avoue. Mais ici je retombe sur quelque chose que je maîtrise mieux, puisque ce panel s'intitule « Favoriser l'expérimentation citoyenne ». Et donc je suppose qu'Antoine m'a invité parce que j'ai travaillé sur la participation des citoyens. Et ça me permet de faire le lien avec ce que François Host a dit tout à l'heure pour terminer, pour conclure sa communication. Il a conclu son exposé ce matin en disant que les pratiques politiques étaient complémentaires aux pratiques juridiques et qu'il fallait, il en soulignait l'importance des pratiques politiques pour faire avancer les questions de transition et de justice climatique. Il a évoqué notamment les 70 000 manifestants dans la rue il y a quelques semaines ici à Bruxelles. Il a aussi évoqué l'existence de collectifs citoyens qui se regroupent pour entrer en justice pour essayer de faire avancer cette justice climatique. Alors ce panel se centre sur les expérimentations citoyennes, mais ce sont des expérimentations d'un autre ordre que l'on va aborder. Ce sont des expérimentations qui sont effectivement plutôt locales, plutôt localisées, et donc je suppose que c'est de ça dont on va parler maintenant. C'est le mouvement de la transition plutôt local qui s'inspire souvent de ce manuel de la transition qui a été écrit par Rob Hopkins et qui donc regroupe bien les principes de ces mouvements de la transition, et qui sont des formes un peu moins conventionnelles de participation politique, qui sont des formes moins conventionnelles parce que justement elles ne sont pas toujours dans la contestation, dans la manifestation, dans un militantisme du contre, mais elles sont plutôt dans l'expérimentation, dans les pratiques du faire, dans une vision optimiste. Elles représentent aussi, contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure, une forme justement d'utopie concrète et d'alternative concrète. Elles tentent de dire, de montrer par l'exemple qu'on peut faire autre chose et que donc il y a des alternatives possibles au modèle néolibéral. Et donc voilà, elles posent toute une série de questions aussi, ces initiatives locales, et je suppose qu'on va les aborder aujourd'hui, enfin maintenant. Elles posent une série de questions puisqu'effectivement elles s'inspirent de pratiques d'expérimentation très locales, très localisées, et donc elles posent la question de comment est-ce qu'on peut changer la société en s'inspirant d'abord et en initiant d'abord des actions à l'échelle locale. Je suppose que Olivier va parler de ça. Comment est-ce que, si on ne milite pas contre, si on ne manifeste pas, si on essaye d'abord de faire sans le politique, eh bien comment est-ce qu'on le rapproche, le politique, à ce mouvement de transformation sociale? Comment est-ce qu'on inclut aussi la diversité sociale dans des expérimentations qui sont aussi souvent quand même menées par des militants de la transition qui ne sont pas toujours, je dirais, totalement représentatifs de la diversité sociale de la population? C'est une vraie question qu'ils se posent d'ailleurs eux-mêmes, et donc je pense que c'est pas du tout culpabilisant de le dire. Je pense que les militants de la transition ont aussi envie de s'ouvrir de manière intergénérationnelle, interculturelle, avec aussi de la diversité sociale. Et donc, je suppose qu'on va parler de tout ça aujourd'hui avec donc 3 interventions dans ce panel. D'abord, une première intervention par Olivier de Scutter, qui est bien sûr prof de droit international à l'UCL, ancien rapporteur des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, et qui travaille aussi sur la transition dans le laboratoire de la transition, je ne sais pas exactement le titre, je ne sais pas s'il est correct. On aura l'occasion de revenir. Plateforme, voilà. Donc actif sur les questions de transition en tant que professeur de droit, mais aussi en tant que citoyen. Et puis on aura la chance d'entendre 2 acteurs de la transition qui pratiquent ces questions de transition. D'abord François-Olivier Deveau, qui travaille au réseau Transition du côté francophone en Belgique, qui va, je suppose, présenter la réalité de ce réseau, et donc je ne vais pas en dire beaucoup plus. Et puis on aura aussi la chance d'entendre Gilles Huillier, qui va parler d'un autre projet de transition qui s'appelle Campus Transition. Et donc Gilles Huillier est professeur de droit à l'École normale supérieure de Rennes, mais il va plutôt parler de ce projet de campus de transition. Voilà, donc je cède la parole à Olivier de Scutter pour 15 minutes.
Merci beaucoup. Alors, très belle introduction, Ludivine, qui me fait gagner pas mal de temps. Donc, je t'en remercie vivement. Je voudrais aussi dire tout le plaisir que j'ai à être sur ce panel avec François-Olivier Deveau et Gilles Lhuillier, dont les travaux m'inspirent beaucoup. Et je voudrais partir, si vous voulez, d'un présupposé que j'espère nous partageons tous. C'est que les modes de vie importent et que le changement de société vers une société conviviale dépend de ces changements de mode de vie, de manière de consommer, de produire, de se déplacer, de se chauffer, de s'alimenter, etc. Et que les solutions vraiment durables, pérennes, sont de l'ordre du changement des comportements que nous internalisons, que nous incarnons dans nos comportements quotidiens. Et pour illustrer cela, je voudrais simplement vous rappeler ce tableau qui montre la corrélation étroite entre la croissance des revenus par habitant, quand on se déplace vers la droite, sur l'axe sur l'abscisse, et puis l'impact écologique mesuré en termes d'hectares par personne nécessaires à satisfaire les besoins de celle-ci sur l'axe vertical. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ces corrélations, mais on voit aussi, ce qui me paraît au moins aussi important, c'est qu'à niveau de revenus moyens équivalent, les Suisses, les Autrichiens ont un impact écologique qui est 2 fois moindre que celui des Américains, par exemple. Et donc, c'est signifier l'importance de cette culture de la transition, l'importance de ces choix de mode de vie que l'on doit essayer d'encourager. Et je pense que les acteurs de la transition sont en train d'inventer ces modes de vie. Exactement comme mon cher Castoriadis ne cessait de dire que les philosophes les plus intelligents, étant en avance sur la pensée de leur temps, ne pouvaient qu'utiliser un vocabulaire inadéquat à traduire vraiment la complexité de ce qu'ils voulaient faire passer comme message. Je pense de même que les acteurs de la transition sont en avance sur le reste de la société et par conséquent ne peuvent pas totalement théoriser leur action. Ils débordent, si vous voulez, les marges de l'imagination politique. Alors, que peuvent-ils apporter à notre réflexion sur le changement? Pour tenter d'aborder cette question, je voudrais partir d'un schéma bien connu, qui est celui de la perspective multiniveau très à la mode dans les études de la transition, et qui distingue 3 niveaux. Je m'excuse, j'aurais pu choisir ceci en français, et simplement cette représentation-ci est en anglais. Et donc, le niveau du paysage, qui sont les facteurs exogènes qui pèsent sur les évolutions du régime socio-technique dominant, qui est le niveau intermédiaire, et puis les niches d'innovation qui, dans les universités, dans les laboratoires, sur le terrain, dans les quartiers, vont créer des alternatives, développer des technologies qui vont peut-être servir à changer le régime, bref, prépare toute une série d'innovations qui sont de nature à créer des nouveaux possibles. Et la question qui me paraît importante à poser, de savoir comment concevoir ce rapport entre le régime socio-technique dominant et ces niches d'innovation. Le régime socio-technique dominant, c'est en fait cet ensemble ou cet assemblage d'éléments à la fois économiques, culturels, politiques, sociologiques, scientifiques, qui ont coévolué à travers le temps, qui se soutiennent mutuellement et qui créent la société dans la cage de laquelle nous nous trouvons enfermés. Alors, je vous rassure, je ne vais pas faire la généalogie de ce régime socio-technique dominant. Il faudrait partir, je pense, des travaux de Max Weber sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, intégrer aussi tous les théoriciens de la société de consommation, de John Kenneth Galbraith à Jean Baudrillard et à Gilles Lipovetsky par exemple. Je n'en ai pas le temps, nous n'en avons pas le temps, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes dans un cercle vicieux où les éléments sociétaux structurels et les comportements individuels, au fond, convergent, sont complices les uns des autres pour que le système se perpétue. Et c'est ce régime socio-technique dominant qui est problématique, qui nous met sur une trajectoire qui n'est pas durable. La question est de savoir si les initiatives de transition peuvent y changer quelque chose. Alors, quand on interroge les acteurs du monde de la transition sur le pourquoi de leur investissement, ils
répondent en fait plusieurs choses. D'abord, je me hâte d'introduire en disant que souvent ils disent que le plaisir qu'ils prennent à se lancer dans des initiatives de transition est l'objectif véritable qu'ils poursuivent. Donc ils ne sont pas dans une démarche tellement instrumentale où ils ont un objectif dont l'investissement dans l'initiative est simplement le moyen de réalisation. Ils trouvent un plaisir dans la convivialité, la constitution de liens sociaux qui permet l'entrée dans des mouvements de transition. Mais sinon, comment se positionnent-ils par rapport à cette question de la transformation sociétale? Eh bien, ils se positionnent de trois manières. Certains disent qu'ils s'attendent à l'effondrement et qu'ils préparent la société qui va succéder à celle qui arrive à son terme. Et quand on voit le succès sur les réseaux sociaux de tous les écrits sur l'effondrement de quelqu'un comme Pablo Servigne, Raphaël Stevens et d'autres, cela atteste bien de l'importance, je dirais, de ce mouvement qui consiste à dire nous n'avons plus d'espoir dans les capacités pour la société de se réformer, nous attendons lucides, pas tristes, mais lucides à l'effondrement, et nous préparons des solutions qui vont permettre à la société ensuite de se relever. Il y a parfois des dérives dans ce mouvement-là, de l'ordre du survivalisme par exemple. Je ne vais pas m'étendre davantage là-dessus. Deuxième réponse, c'est nous inventons des solutions qui vont permettre d'améliorer le régime. Nous sommes, si vous voulez, des innovateurs, nous développons des innovations sociales et nous pouvons favoriser alors une évolution douce du régime vers une trajectoire plus durable. Le problème, c'est que entre la fourniture de solutions au régime pour que celui-ci ne tombe pas en crise et la cooptation par un régime qui ainsi rachète un peu de temps et se rachète une légitimité, la frontière est parfois un peu mince. Par exemple, ça c'est ma rue, certains d'entre vous, François-Olivier, je m'en excuse, connaissent déjà cette photo, c'est des habitants de la rue du Sceptre, ma rue à Ixelles. On se retrouve régulièrement pour construire entre nous des choses, et quand on se réunit le dimanche, on ne sait pas du tout ce qui va sortir de nos discussions. Et une des choses qui est ressortie, c'est une initiative de nettoyer la rue. Et donc on a mis des perruques bleues, on a mis des chapeaux rouges pour être très visible. L'idée c'est que si on nettoie la rue au vu et au su de chacun, les gens ne vont plus oser jeter leur papier gras en rue et on va faire attention. Et ça dure 24, 48 heures et puis la rue elle est comme avant que nous consacrions notre journée à la nettoyer. Mais en attendant, on s'est bien amusé, on a appris à se connaître, on a développé parfois des nouvelles compétences et c'est le genre de choses qui peut résulter de cette mise ensemble de compétences à l'échelle du quartier. Alors, c'est sympathique, malheureusement, ça n'a pas été un incitant pour que l'échelon ou l'échevine de la propreté à Ixelles prennent les choses à bras-le-corps, et je dirais même que cela peut avoir pour conséquence fâcheuse de retarder l'urgence de trouver une solution davantage politique et davantage pérenne. Je donne un autre exemple qui est plus proche de mon champ de compétences, c'est celui du recyclage des invendus des supermarchés. Alors ceci c'est au Royaume-Uni, mais on pourrait trouver des exemples en France ou en Belgique. Il y a d'ailleurs en France une loi sur le gaspillage alimentaire en 2016 qui institutionnalise ces contrats entre supermarchés et organisations caritatives de type Restos du Cœur, Secours catholique, etc. Des ONG qui fournissent aux familles dans le besoin des paniers d'invendus que les supermarchés leur donnent parce que voilà, les produits n'ont pas été vendus dans les délais, etc. Alors, magnifique, pourrait-on penser, on réduit le gaspillage, on réduit les coûts pour les supermarchés du recyclage de leurs invendus et on fournit des aliments de qualité aux familles dans le besoin. Le problème, c'est que à côté de ces avantages incontestables, à côté de ce win-win-win, il y a un problème, c'est que ça n'incite en rien les supermarchés à mieux gérer leur stock et leur flux, cela ne corrige en rien le problème structurel de la surproduction, cela peut même réduire le coût pour les supermarchés qu'ils auraient à assumer s'ils devaient mettre en déchetterie ces invendus. Et donc c'est une solution de court terme qui peut retarder l'identification de solutions de long terme. Alors, la troisième réponse que l'on entend, c'est on veut entretenir la sociodiversité, accélérer l'apprentissage collectif,
L'idée n'est pas d'être récupéré par le système, au contraire, on se méfie de toute récupération, mais on veut élargir la gamme des possibles, peut-être pour que les politiques s'emparent des solutions que nous développons à notre niveau, et que d'exception, ces solutions deviennent la règle, que les innovations sociales de type chaîne courte, recyclage de déchets, voitures partagées, etc., deviennent la norme à l'échelle de la société. Et évidemment, c'est dans ce contexte notamment que se pose la question des rapports aux politiques. Alors, deux questions. Comment favoriser ces innovations sociales citoyennes qui préparent la société conviviale et comment s'assurer que l'innovation sociale citoyenne va déployer son potentiel de transformation sociétale? Sur la première question, je voudrais proposer une réponse très provisoire, sujette évidemment à débat. C'est que pour que l'innovation sociale citoyenne se développe, ce n'est pas quelque chose de spontané, c'est quelque chose qui peut être encouragé. Pour recréer le capital social, il faut, c'est ma suggestion, une politique du temps qui soit attentive à la nécessité de sortir de ce que Castoriadis appelait la privatisation et généraliser à cette fin les communs. Et il faut une politique de l'espace qui favorise les opportunités d'action collective. Il faut aussi créer un environnement de convivialité. Alors, quelques mots sur ces différentes propositions. Le capital social, évidemment, je l'entends non pas au sens de Bourdieu d'un capital que l'on pourrait faire valoir sur un marché compétitif et notamment sur le marché de l'emploi. Je l'entends comme le ciment qui nous permet de faire communauté, de nous faire confiance les uns les autres et qui nous incite à nous investir dans l'action civique, l'action collective, notamment l'action locale. Le livre de Robert Putnam, ce sociologue de Harvard qu'il publie en 2000, Bowling Alone, est une excellente étude sur, je dirais, le dépérissement du capital social dans les États-Unis des années 1980 et 1990. Putnam décrit comment, au cours de cette période, on a vu chuter l'investissement des hommes et des femmes dans l'action civique, dans l'action collective. Par exemple, voici un graphique qui montre que de moins en moins de personnes ont été à des réunions politiques. Je passe un peu vite, malheureusement. De moins en moins de personnes s'investissent dans les réunions à l'école, etc. Donc on a vu se rétrécir ce capital social. Pourquoi? Putnam nous dit qu'il y a plusieurs raisons à cela. Le temps et l'investissement que le travail exige, l'organisation spatiale de la société, on a besoin de beaucoup plus de temps pour se déplacer du lieu où l'on travaille vers le lieu où l'on fait ses courses, vers le lieu où l'on a ses loisirs, vers le lieu où l'on dort, etc. Donc on est moins ancré dans le territoire et on a moins de temps pour l'investissement dans l'action civique. La télévision, aujourd'hui on dirait l'Internet qui absorbe beaucoup de notre énergie. Le changement de génération aussi, on ne croit plus dans les combats que les aînés ont conduits. On renonce par conséquent à reproduire les combats qui ont été les leurs. Et d'ailleurs quand on a interrogé, on l'a fait pour une thèse de doctorat défendue il y a quelques jours à Louvain sur les systèmes alimentaires alternatifs, les groupes de transition et d'autres, sur ce qui est l'obstacle à la diffusion de la transition, le premier facteur qui vient, c'est le temps, l'absence de temps. Les gens sont tellement pris par le travail et par les exigences d'une consommation marchande dans le loisir qu'ils n'ont plus le temps à se consacrer à l'action civique. Alors, surmonter cela, je le disais, c'est possible par différents procédés. D'abord, en augmentant les possibilités pour les gens d'entretenir ensemble des communs. Contrairement à ce que l'on croit souvent, les communs ne doivent pas être mis sur pied à condition que les gens déjà se fassent confiance. La confiance, le ciment social, le capital social, peut résulter du fait qu'on s'investit dans des démarches qui se fondent sur le commun. Cette étude d'Angela Sanguinetti sur l'habitat partagé est une étude qui a suivi l'évolution des familles au cours de plusieurs années en voyant comment ils se rapportaient les uns aux autres avant et après être entrés dans un projet d'habitat partagé. Et ce qu'on voit, c'est qu'à mesure que l'on partage un commun, l'habitat, on va peu à peu voir les autres comme faisant partie de soi, on va cesser de se tenir à distance et on va développer un comportement
pro-sociales et pro-environnementales, illustrées graphiquement par l'évolution de ces sphères que je n'ai malheureusement pas le temps de développer davantage. Alors je vous ai dit qu'il fallait politique du temps, libérer du temps pour l'action civique, mais aussi une politique de l'espace. Et la politique de l'espace est à la fois la relocalisation des activités pour que l'on se sente inscrit dans la vie du territoire, c'est aussi tout simplement des espaces communs où l'on puisse se retrouver pour discuter de projets d'action collective. Si à Ixelles, la rue du Sceptre a pu développer des initiatives, c'est parce qu'on a une cantine du quartier, un lieu de réunion où l'on puisse se retrouver sans envahir le salon des privés des uns ou sans craindre de déranger les autres, et qui est un espace neutre, ni public ni privé, où les voisins peuvent construire ensemble une action. Et par exemple, les urbanistes qui travaillent sur le développement durable mettent l'accent sur l'importance de tels lieux. C'est par exemple le cas de ce rapport de Baldwin et King. Alors, je dirais que l'innovation sociale citoyenne, elle peut aussi être favorisée par des dispositifs que je trouve l'on devrait explorer davantage. J'en cite 4, je les cite seulement. L'objection de conscience écologique, il en a été un peu question hier, le droit pour chacun, sans en subir des conséquences négatives, de dire non au mode de vie que la société de consommation productiviste prétend lui imposer, par exemple en matière de promotion professionnelle. Le congé civique, on a des congés parentaux, pourquoi ne pas permettre, et c'est une proposition, je crois, que Dominique Bourg a faite notamment, pourquoi ne pas permettre à des gens de proposer un projet que la communauté validerait comme étant intéressant pour que ces gens, pendant 3-6 mois, où ils seraient payés à 80% de leur salaire d'avant, puissent développer un projet. Il n'est pas normal que la transition repose uniquement sur les bénévolats le soir, le week-end, et je pense que ce serait extrêmement important de valoriser cet investissement dans le social. Le revenu de base pour les jeunes au moment de l'entrée dans la vie adulte, pour qu'ils ne fassent pas des choix d'études et les premiers choix professionnels dictés par la nécessité d'avoir un salaire qui leur permette de gagner une indépendance économique, c'est absolument vital. Sinon, ces choix-là seront dictés par des considérations matérielles et mettre ces jeunes sur une voie dont il sera très difficile ensuite de sortir. Et puis des médiateurs écologiques, des accompagnateurs de familles qui viennent dans le microcosme familial accompagner les gens pour faire des changements de comportement, parce qu'ils n'osent pas prendre le métro, parce qu'ils ont peur de prendre un vélo, parce qu'ils ont peur de la circulation, parce qu'ils ne savent pas qu'il y a moyen de recycler leurs déchets à la déchetterie qui est voisine, ou parce qu'ils n'ont tout simplement pas pensé qu'il y avait moyen de s'inscrire dans un truc de voiture partagée, etc. Donc des médiateurs écologiques, comme on a des médiateurs culturels. Alors, je termine en vous disant que la deuxième question est la question sur laquelle, sans doute, François-Olivier, Gilles vont pouvoir rebondir. Donc je vais vraiment ne rien dire du tout. Je termine simplement par cette slide qui consiste à rappeler les éléments qui me paraissent nécessaires pour que les politiques puissent apprendre de ces initiatives de transition et s'en emparer pour élargir les mutations politiques. C'est à la fois la planification douce, ce n'est pas les grands plans quinquennaux autoritaires, mais ce n'est pas non plus, comme on le voit dans la Constitution de la liberté de Hayek en 1960 par exemple, laisser faire l'innovation en espérant que le mieux en résultera. C'est très frappant quand on lit Friedrich Hayek, il y a là un éloge de l'innovation par le bas qui ressemble vraiment à ce qu'on lit parfois sous des plumes d'écologistes comme André Gortz par exemple. Et c'est évidemment une foi aveugle dans la possibilité que l'innovation spontanée débouche sur le meilleur dont il faut se défier. Il faut donc une vision claire, un récit engageant, des indicateurs de progrès qui permettent de puiser dans la transition ce qu'elle a de mieux à offrir en évitant qu'elle soit une dérive. Alors, je dois m'arrêter ici, effectivement. Je termine quand même par une slide, Ludivine, avec ton autorisation, parce que c'est la dernière et que vraiment ça va nous donner un peu d'optimisme. De quoi s'agit-il ici? Antoine Bayeux a eu la bonne idée, mais elles sont parties maintenant, de placarder des courbes. Et on voit notamment dans ces courbes, voilà, la croissance des émissions de gaz à effet de serre, les changements d'affectation de terre, l'augmentation des usages de pesticides, etc. C'est une course de vitesse entre ça et
le développement de modes de vie qui sont respectueux de l'environnement et qui sont fondés sur la convivialité. Et donc on a une concurrence des courbes. Et mon optimisme est dans cette toute dernière slide qui met ensemble une série d'études sur les conditions auxquelles la norme sociale peut basculer, la norme sociale pour changer, les modes de vie nouveaux pour s'installer et pour d'exception devenir la règle, n'ont pas besoin d'être 50% plus 1. On constate que quand les groupes motivés à changer les normes sociales représentent 10-15% de la population, ils ont peu de chances d'effectuer le changement. Mais quand ils deviennent 23-25%, c'est autour de là que les choses peuvent basculer. Un effet domino, tout d'un coup, s'installe et on a tout d'un coup une nouvelle norme sociale qui prend la place de l'ancienne. Et donc, je pense que les acteurs de la transition, et Gilles et François-Olivier en parleront mieux que moi, sont en fait aujourd'hui dans ces 10-12% qui commencent d'installer des nouveaux modes de vie comme désirables, souhaitables, fun, cool, etc. Et je suis certain qu'ils seront bientôt 25%. Merci. Merci beaucoup Olivier, c'était évidemment très très intéressant et je cède tout de suite la parole donc pour 5 minutes. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être là parmi vous. Alors rapidement, en deux mots par rapport aux deux présentations qui ont déjà été faites sur le mouvement de la transition, je ne vais pas rajouter grand chose. Juste rappeler que le mouvement de la transition, le mouvement des villes en transition, vous avez peut-être déjà entendu le nom, c'est le mouvement auquel j'appartiens. Ce mouvement-là a été lancé il y a 10 ans en Angleterre par Rob Hopkins. Donc voilà, ça fait déjà 10 ans que ce mouvement qui est né dans une petite ville anglaise a commencé à se propager. Et 10 ans que c'est un mouvement auto-apprenant. Et donc voilà, 10 ans qu'on voit le mouvement qui se propage. On parle aujourd'hui d'une centaine de pays dans lesquels se développent des initiatives de transition. En Belgique francophone, il y a environ 130 initiatives de transition, donc ça se développe vraiment très très fort, des villes et villages en transition. Et donc la question classique qu'on demande, c'est quoi ce mouvement de la transition? Et donc nous on définit de manière assez simple, ce sont des citoyens qui se rassemblent pour imaginer et créer le monde de demain. Et donc cette double dynamique d'imaginer, de se projeter dans l'avenir, de rêver d'un autre monde, suivi ensuite du passage à l'action, est vraiment quelque chose d'essentiel dans le mouvement de la transition. Et donc que font les citoyens, Olivier a déjà montré ça, et vous connaissez certainement ce qui se passe sur le terrain, autant dans les villages que dans les villes. Il y a des supermarchés coopératifs, des coopératives énergétiques, des bistrots transition, où le but c'est juste de boire un petit verre ensemble et de mieux se connaître. Il y a des groupes de transition intérieure qui sentent qu'ils doivent équilibrer ce passage à l'action par des moments de ressourcement. Il y a en effet, on a entendu le mot effondrement. La transition a démarré sur la question des exponentielles. En effet, des exponentielles, à l'époque, c'était la thématique climatique, la thématique énergétique et les enjeux socio-économiques. Aujourd'hui, on voit que ces enjeux, quelque part, sont encore peut-être plus effrayants qu'à l'époque, mais la transition part vraiment de l'envie de construire la résilience à partir de ce constat. Et donc, Rob Hopkins, aujourd'hui, quand il présente la transition, il ne parle plus de ces courbes exponentielles, mais il démarre plutôt du fait de parler du mouvement. Il y a un mouvement qui est là, il y a des citoyens qui s'engagent, et en soi, c'est une motivation suffisante pour inviter d'autres citoyens à se lancer dans l'aventure. Alors, deux petites choses. On parlait tout à l'heure de la question des citoyens engagés dans la transition qui seraient plutôt inspirés par cette dynamique positive. Et c'est vrai que le mouvement de la transition est un mouvement positif, mais on retrouve beaucoup de transitionneurs aussi dans les rues, dans les manifestations. Et donc, quelque part, les citoyens savent mettre cette casquette à la fois de transitionneur à certains moments. Ok, on construit, on crée des liens, on développe la résilience, mais quand il faut, et je pense que c'est essentiel, ils mettent aussi cette casquette de militants
ils sont présents dans les manifestations. Aujourd'hui en Angleterre et en Belgique, les mouvements un peu plus, on a utilisé le terme hier, un peu plus révolutionnaire, Extinction Revolution, ce genre de choses. Et donc voilà, les transitionneurs sont sur les deux, avec cette idée que s'impliquer dans la transition est assez différent, c'est une énergie différente, et que voilà, il faut bien passer d'une casquette à l'autre pour ne pas essayer de mélanger les deux dynamiques d'opposition et de création. Je pense que ce qui est intéressant, c'est la dynamique organique aussi on a utilisé le terme hier avec l'envie de comparer l'évolution du droit comme un système, un écosystème. Nous, c'est vraiment quelque chose qu'on vit dans la transition, c'est cette dynamique bottom-up où les citoyens eux-mêmes répondent aux défis qu'ils voient autour d'eux. Et donc, c'est assez intéressant de voir comment, quelque part, le monde académique essaye d'analyser le mouvement de la transition. Et l'enjeu, je pense, c'est aussi de pouvoir mieux communiquer entre académiques et citoyens sur le terrain pour pouvoir davantage inspirer les citoyens. Voilà ma première réaction. Olivier, toi tu proposais que je réponde à la deuxième question, qui était comment est-ce que le mouvement de transition pourrait passer à l'étape suivante, c'est ça? Donc je remercie François-Olivier de me permettre de faire la deuxième partie de mon exposé. Non, je voulais simplement dire qu'il y a dans le chef du politique besoin d'accepter d'apprendre, et que le lien entre les initiatives de transition et le politique me paraissent devoir passer par un changement de culture politique, où le politique, au lieu de donner l'impulsion et de mettre en œuvre le programme électoral sur lequel il a été élu, se dise « Non, moi je suis au service de ces espaces de liberté que je crée pour que les gens puissent s'en emparer pour développer leurs solutions. Et mon rôle n'est pas de donner le là et de fixer les règles. Mon rôle est de faciliter ce qui correspond à la vie des gens. » Et donc cette démarche modeste du politique qui me paraît devoir être encouragée et qui me paraît la condition pour que les initiatives de transition élargissent l'imagination dans la sphère politique. Voilà, c'est simplement ça. Voilà, peut-être pour illustrer ça, donc parce qu'en effet, dès le départ du mouvement, on s'est dit que pour qu'il y ait un réel changement sociétal, ça ne viendra pas uniquement du bottom-up, des citoyens, ça ne viendra pas uniquement du politique. Dès le départ, on était convaincus que ça ne serait pas suffisant, mais donc un vrai changement viendra de la rencontre entre ces deux dynamiques top-down et bottom-up, et c'est vrai que pour l'instant, on en est là, à cette envie de recevoir un soutien plus précieux de la part des politiques, et donc il y a évidemment les politiques locales qui peuvent faire beaucoup pour faciliter la vie des initiatives citoyennes. Donc je pense que l'enjeu du lieu est absolument essentiel. On voit dès qu'une initiative de transition sur le terrain dispose d'un local pour pouvoir se réunir, créer des choses, le mouvement se déploie de manière beaucoup plus significative. Nous à Etterbeek, on a eu l'occasion de lancer un magasin avec un grand espace dans la cave pour nous réunir. Et ça a vraiment permis à une vingtaine de projets d'émerger autour de ça. Donc le lieu est absolument essentiel. Et ce qui est difficile, c'est qu'on n'a pas encore ce dialogue avec le politique. Et on est même encore, à certains moments, dans un peu une situation de concurrence entre les échevins qui voudraient, eux, porter des projets écologiques. Il y a beaucoup d'échevins de la transition qui nous réjouit. Mais comment est-ce qu'on peut passer de ces dynamiques un petit peu de concurrence qui fera plus le projet entre les citoyens et les échevins à vraiment une dynamique collaborative, mais je pense qu'on est dans ce mouvement-là petit à petit. On passe de la méfiance à la co-construction. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut entendre maintenant le dernier intervenant, Olivier. Merci. Bon, merci pour cette invitation amicale. Je n'accepte que les invitations amicales. Et donc je suis heureux d'être avec des amis. Parce que la vie est plus belle comme ça. Donc je vais vous présenter le campus de la transition, mais je vais essayer de faire un truc inouï, un truc fou, un truc rarement vu, un professeur de droit français qui va essayer de disparaître.
Ça ne va pas se mettre en avant. Je pense que je n'y arriverai pas, bien sûr. On va essayer. Alors comment? D'abord, première chose, j'ai demandé à Benoît, qui est belge, qui est dans le coin, et ça ne fait pas trop dur, Benoît Kitre, qui est là, de venir parce qu'il fait partie de l'aventure. Hein. Donc voilà, il y a une autre voix. Deuxièmement, il va y avoir vos voix aussi, parce qu'en fait, je n'avais pas vraiment préparé cette présentation, en fait, puisque c'était juste une présentation, mais je vous ai écouté et je vous ai introduit dans ma présentation. Donc vous êtes là et on va co-construire ensemble un objet, qui est une présentation du campus. Et puis enfin, on va faire venir le campus lui-même, parce qu'après tout, il existe, donc pourquoi on ne le montrerait pas? Aujourd'hui, le monde brûle, on sera bientôt plus de 10 milliards d'habitants, et pratiquement 80% des terres sont occupées par l'élevage. On doit changer de vie. Pour aider à réfléchir sur cette transition qui devient vraiment urgente, on vous invite à vous rendre à Forges, au château de Forges, où se déroule le premier campus de la transition énergétique. Ça part du château, d'une rencontre dans le château qui appartient à la congrégation de l'Ascension, et donc de sœur Cécile Renoir qui est venue me voir en disant voilà, je veux faire de ce château le campus de la transition parce qu'on me l'a mis à ma disposition pour le faire revivre. Donc pour nous, c'est le château qui était en perdition devient le campus de la transition et nous permet d'avoir une nouvelle vie de ce château liée à l'éducation, à la recherche qui a toujours été l'âme du site de Forges. Paris, ouais, voilà. Depuis 11 ans. Puis à l'ESSEC, je dirige depuis 12 ans un programme de recherche sur le thème entreprise et développement. Voilà, alors, Cécile, je pense que c'était important de voir les acteurs, notamment Cécile Renoir. Juste quelques mots donc, sur le campus pour expliquer ce que vous pensez, ce que vous voulez voir. D'abord, c'est un lieu. Hein, vous avez vu, c'est un lieu, je pense que c'est important que ce soit un lieu, c'est dans le sud de Paris. C'est un beau château, bon, un peu qui demande à Benoît pas mal de travaux. Maintenant, pourquoi ça a été créé? Qu'est-ce que c'est? Moi, je pense qu'en fond, c'est une utopie. Hein, c'est une utopie qu'on essaie de rendre réelle. Et donc, je suis un personnage de roman. On est des personnages qui racontent des récits, mais qui les rendent réels. La réelle présence des romans. Ça, c'est important. En même temps, maintenant, quand on regarde un peu plus profondément, on a voulu, je crois, au fond, faire trois transitions. Il y a une transition institutionnelle, parce qu'on vient tous d'universités ou d'entreprises qui n'assument pas cette transition. C'est-à-dire que ce soit à l'ESSEC, à l'ENS, il y a une démission des universités sur cette question de la transition. Donc il a fallu trouver un lieu, tout simplement. Il y a eu une deuxième transition, je crois, c'est la transition des catégories. Des catégories mentales, parce que je crois que c'est le cœur de la question. Ce qui nous rend attachés à l'ancien monde, c'est un ancien savoir. J'ai écouté, il y avait une merveilleuse présentation sur la gestion des prisons ici, et au fond, comment les PPP avaient été tellement évidents qu'ils se sont imposés sans qu'on se pose la question combien ça coûte, combien ça allait coûter, et alors que le monde entier sait que c'est une stupidité néolibérale qui coûte en fait à l'État et aux citoyens. Donc, en même temps, ces catégories, elles sont enseignées partout et à l'université. Et donc, c'est cette catégorie-là qu'il faut, au fond, dépasser. Et ça, on était obligé de partir de l'université. Et puis, il y a une troisième transition que moi j'ai découverte en route, c'est des transitions personnelles. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas faire une transition sans être soi-même en transition et se transformer soi-même. Alors ça, c'est quand même, je crois, le plus important. Et quand j'ai vu hier par exemple, vos hommes politiques, quand même, ils étaient super, hein, c'était 15 fois plus intéressant que les Français. En fait, ils étaient aussi un peu étranges. Il y en a un qui a parlé de sa dictature sur ses femmes. C'était pas cool. Non, franchement, c'était pas cool. Et puis après, ils ont voulu abaisser comme ça, hop, à 30 heures, la durée du travail. Eux, je suis sûr qu'ils en font 70. Hein. Et alors, pour les entreprises, financer comment? Ah ben, ce serait sympa d'arrêter la fraude fiscale. Oui, ce qui est vrai, mais on peut peut-être commencer par là, quoi. Ce serait pas mal d'être un peu concret. Voilà. Et je me suis dit, ils sont quand même
mal partis, ces hommes politiques. D'autant que ce qui était incroyable, c'était qu'ils avaient une incompétence à construire ensemble. Ils n'arrivaient pas à communiquer. C'était pas très sympathique au fond ce qui s'est passé entre eux, même si individuellement je les ai trouvés tous très sympathiques. Alors, au fond, ça m'a fait penser cette histoire-là, ce que nous on essaie de faire, j'ai entendu quelqu'un qui a prononcé son nom, ça m'a fait penser à John Dewey, et au fond c'est une expérience démocratique, c'est-à-dire faire une expérience haute de l'autorité à Forges, et de voir qu'il y a une autorité de l'expérience ensemble, co-construire ensemble, voilà qu'il y a au fond une autorité, et même Dewey et son école laboratoire, c'est un peu ce qu'on essaie de faire. Mais c'est juste au fond pour vous faire parler vous-même. Donc c'est un lieu. Voilà, c'est un lieu où on essaie de faire des choses. Ça se transforme, c'est un lieu qui devient sur le net. Vous pouvez le voir, faire campus de la transition, et vous avez pas mal de documents. Mais j'insiste sur le fait que c'est un lieu, ce qui veut dire que, en fait, il va falloir décider de l'usage du lieu, et surtout qu'il a une histoire, ce lieu. C'est-à-dire qu'il y a des endroits qui étaient le château, il y avait des communs, il y avait des salles de cours, et tout ça est un héritage à transformer. Mais c'est inscrit quand même dans de la matérialité. C'est inscrit dans la matérialité, en même temps, c'est une expérience de gouvernance. Et donc cette nuit, on a terminé, j'espère que c'est terminé, à Benoît, le document sur un document d'organisation de la gouvernance, parce que ça, on discute beaucoup. Et bon, c'est un document en 4 parties, mais il y a d'abord la planète campus, c'est-à-dire notre structuration globale. Et là aussi, on est très pragmatique, c'est-à-dire qu'il y a la loi de 1901. Donc on va parler d'un part de l'Assemblée générale des membres de l'association qui vont désigner un conseil d'administration, qui va désigner un bureau, mais qui va désigner aussi un comité de coordination qui sont les gens qui participent en fait aux ateliers, qui travaillent et qui sont en fait aussi des membres de l'Assemblée générale. Et puis on essaie d'agréger des experts dans des comités différents pour décider. Alors qu'est-ce qu'on y fait? On y fait un laboratoire académique, c'est-à-dire un endroit où on fait de l'enseignement et de la recherche, et on y fait aussi un laboratoire expérimental. Qu'est-ce que c'est? Laboratoire expérimental, on prend Forges et ses ateliers, comme par exemple la transition énergétique, il faut chauffer, il faut circuler, et cette transition, c'est quelque chose à réaliser, mais c'est quelque chose dont il faut, d'une manière réflexive, étudier les conditions pour en tirer quelques conclusions sur quelles seraient ces façons d'agréger des compétences pour, au fond, faire une transition. Alors, il y a des fonctions transverses, dont le soin du domaine, ce qui veut dire qu'on a des activités de formation, je ne rentrerai peut-être pas dedans, on a des activités de recherche, on a des activités expérimentales, de co-construction de faire ensemble, de décider ensemble, de rechercher ensemble, ce qui donne, je vais prendre juste 2 exemples, ce qui donne des pratiques qui sont aussi de recherche. Regarde, il y a 3 semaines, on a déposé un projet de recherche à l'ADEME, qui est exactement en fait Forges. C'est-à-dire, on va étudier la transition écologique, la transition des acteurs de façon réflexive. C'est-à-dire qu'on a fait un consortium de recherche avec le maire, la communauté de communes, une entreprise, un organe de presse, des experts, etc. Et puis surtout, va participer les populations locales pour réfléchir ensemble sur la transition du domaine dans l'espace local. Sauf qu'en même temps, ça va être réflexif. Et le research design de notre truc, c'est expérimental, c'est la recherche expérimentale. Et ce qui était rigolo, c'est que 2 semaines après, on a écrit ensemble un papier dans le Monde sur le titre, c'est un problème environnemental est né d'un déficit de démocratie, et non l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a un engagement politique aussi qui naît de nos pratiques. Bon, je vais vous donner un autre exemple sur quelque chose qui se construit maintenant sur le modèle CARE appliqué au domaine extractif. Mais peut-être c'est plus intéressant de voir que ce qu'on fait en matière de recherche, on le fait aussi en matière de pédagogie. C'est-à-dire qu'on va partir d'exemples concrets, ou d'exemples concrets que l'on met en œuvre pour en tirer soi-même des leçons. Et en tirer soi-même, je parle de ceux qui sont des apprenants. Alors,
les contenus ressemblent assez à la méthode de Dewey. Pour finir, moi je me demandais si cette expérience, on pouvait faire un retour dessous. Alors, on pourrait avoir une première idée, c'est un exemple de ces communs, cet agir ensemble que vous avez évoqué. Est-ce que ça ne serait pas cela? Il y a une deuxième idée, dans un autre registre. Est-ce qu'on ne peut pas appliquer la théorie du droit, et après tout la mienne, parce que je suis là, donc, parce que j'ai construit une théorie du droit international, c'est mon dernier bouquin sur la théorie des espaces normatifs, pour essayer de comprendre au fond comment, en étudiant les pratiques des acteurs du droit, ceux-ci désormais choisissaient les règles applicables à leur espace et composaient des choses singulières, et c'est uniquement comme ça qu'on peut comprendre la complexité d'un droit qui est aujourd'hui transnational par les acteurs. Mais n'est-ce pas, au fond, ce qui se passe ici, la composition d'espaces normatifs par les acteurs au niveau plus local? Alors peut-être, moi je pense qu'il y a une autre façon de conclure, puisque c'est quelqu'un d'entre vous qui l'a cité, j'ai attrapé le nom au vol, ça m'a rappelé, je dirais pas ma jeunesse, mais presque, c'était le nom de Félix Wattin. Et c'est vrai que ces trois écologies, je me suis dit, bah oui, ça ressemble un petit peu ça. Est-ce que ce qu'on est en train de construire, n'est-ce pas ce qu'il appelait une écosophie? Alors, je voudrais juste lire cette petite citation que je trouve assez amusante. Une écosophie de caractère éthico-politique. Il ne s'agit pas d'unifier arbitrairement sous une idéologie de rechange des domaines foncièrement hétérogènes, mais de faire s'étayer les unes les autres des pratiques innovatrices de recomposition des subjectivités individuelles et collectives au sein de nouveaux contextes technico-scientifiques et des nouvelles coordonnées géopolitiques. Voilà. C'est un peu abstrait pour une chose qui est en fait très concrète, juste une expérience de vivre ensemble qui n'est pas un modèle, qui ne se veut pas comme un modèle, mais une de ces multiples recompositions du politique. Du coup, on va applaudir. Merci beaucoup à tous les trois. Alors, je me retourne juste vers Antoine. Combien de temps est-ce que tu donnes pour